Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Maggie, Bonjour Perrine. je suis ravie de te retrouver un an après. Tu es un des fondateurs, un des deux fondateurs de Subtracker. C'est probablement l'outil dont je parle le plus. Alors, peut-être ex aequo avec Parcoursup, mais c'est de bonne guerre. Et voilà, en tous les cas, merci beaucoup de m'accorder cette seconde interview. Ça fait combien de temps que vous existez? Ça fait un peu plus d'un an maintenant, c'est ça? Oui, alors d'abord merci à toi pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi un an après. Et oui, pour redonner le calendrier, on avait sorti une version bêta en septembre 2023. C'était quelques semaines après qu'on a pu échanger. Et ensuite, la version officielle a accompagné le lancement de Parcoursup 2024. Donc si on raisonne en ce sens, on célèbre l'anniversaire des 1 an de Subtracker. Bon, bah, bon anniversaire officiel de Subtracker. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que Subtracker a grandi cette dernière année? Alors, il a grandi sur plusieurs aspects. Évidemment, du point de vue du nombre d'utilisateurs qu'on a réussi à convaincre. Donc bon, c'était une affaire, on en parlera, c'est pas une affaire qui est simple lorsqu'on fait un projet bénévole et qu'on n'a pas des moyens de communication, mais il faut pas sous-estimer le bouche à oreille, surtout lorsqu'on mène un projet peut-être utile pour certains. Donc voilà, il a évolué en ce sens dans la mesure où là, il y a quand même un flux d'utilisateurs de plus en plus grand. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, c'est pas, on aimerait toujours plus, mais c'est une grande source de satisfaction pour nous d'avoir des retours qui nous donnent la force qu'il faut pour pouvoir poursuivre. Donc voilà, on va dire que ça a évolué de cette manière-là. Ça a évolué aussi pour rester sur le plan de l'exposition. Du point de vue de la crédibilité de l'outil, on est encore indépendant et on est sans étiquette, mais on a eu la chance d'avoir quand même pas mal de reprises de presse et ça nous a permis aussi de nous faire connaître progressivement auprès de différents acteurs. On parlera des acteurs. Là, je pense qu'on va surtout parler des parents d'élèves qui sont évidemment la cible principale, en tout cas qui l'étaient initialement et qui, je pense, peuvent tirer profit encore aujourd'hui sur Tracker. Et tout ça pour dire, l'évolution la plus importante, c'est sans doute les fonctionnalités de Subtracker. On a quand même, sur notre temps libre, essayé d'apporter des améliorations significatives. Donc ça a été écouter un petit peu les retours des utilisateurs pour que les visualisations qu'on propose ou les statistiques qu'on propose soient toujours de plus en plus faciles d'accès. Évidemment, il y a toujours une marge de progression parce que ça reste un outil qui est quantitatif et donc il faut le simplifier toujours plus. Et aussi du point de vue des sources statistiques qu'on a pu mobiliser. On ne va pas parler de mon master, mais mon master a été aussi introduit sur la plateforme. Et côté Parcoursup, on a introduit de plus en plus de sources open data. Donc bon, je renvoie au premier épisode pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que l'open data, mais concrètement, on a de plus en plus de sources publiques et avec la sortie là de Subtracker, on a intégré notamment pour la première fois des informations qui provenaient non seulement de l'open data, mais d'autres sources publiques telles que les rapports de commission d'examen des vœux. Ça, c'est un PDF, en fait, c'est un fichier PDF qui est public en ligne pour chacune des formations du supérieur et qui renseigne très concrètement sur la manière dont les commissions d'examen des vœux ont trié les dossiers. Donc, c'est une ressource ultra importante. Et aussi des informations qui nous viennent tout droit de Parcoursup, parce que, et ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière très positive, il y a plus de statistiques qui sont affichées dans Parcoursup depuis cette année, notamment via un simulateur. Et on pensait quand même qu'on avait un rôle à jouer également sur ces sources de données-là, typiquement en proposant des visualisations qui simplifient un petit peu, notamment la comparaison des informations du simulateur selon les spécialités des élèves, ou bien comparer le simulateur entre les formations et tout ça. Donc voilà.
Donc toutes vos sources sont des sources officielles, publiques, mais que vous savez exploiter et que vous savez rendre visualisables et utilisables par des parents, entre autres, qui veulent se renseigner sur des formations, sur des idées, on va en parler, il y a plein d'utilisations possibles. Avant de plonger dans les fonctionnalités, potentielles pour les parents, le jour où on enregistre cet épisode, vous, publiez, une grande page, j'ai l'impression, dans Le Monde, c'est ça? Oui, Avec plein de données hyper intéressantes. Vous avez eu beaucoup d'articles dans la presse cette dernière année. Moi, j'étais trop fière de vous voir, émerger ainsi. Aujourd'hui, tu l'as dit, c'est un projet bénévole et gratuit aussi pour l'ensemble des utilisateurs. On le sait tous, derrière cette gratuité, il y a une réalité économique et je suis ravie de pouvoir, porter à l'attention, de tous nos auditeurs et tous les utilisateurs de SubTracker que vous êtes en train de récolter via Tipeee, c'est ça si je ne me trompe pas? oui, La somme nécessaire pour vous permettre que ce projet puisse survivre et puisse vivre et continuer à se développer. Voilà. Tu vas me dire un petit mot? oui. Alors pour revenir, d'abord sur l'appel à projet, merci d'en parler. On revient un peu sur le modèle économique, je ne sais même pas si économique est le terme. En fait, voilà, notre produit pour le moment, SubTracker, étant donné que, je ne vais pas revenir sur la genèse du projet, mais c'est un projet d'égalité des chances. En tout cas, nous, on espère qu'on contribue, toute proportion gardée, à cette thématique-là en proposant SubTracker. Et pour le faire, il a fallu le faire évidemment, le plus accessible possible et je pense que le critère le plus important est sa gratuité. Donc c'est pour ça que SubTracker a toujours été conçu, pour, être gratuit et donc il est encore aujourd'hui gratuit et quand je dis gratuit, il y a même pas de publicité ou d'inscription ou quoi. On ne récolte même pas moi, je suis chercheur en semaine, j'ai même pas de quoi récolter des informations pour faire des articles de recherche. Donc voilà, je m'en plains pas. C'était l'idée, c'était de dire: «Non, non, j'ai vraiment juste envie de faire quelque chose pour les gens», parce qu'on pense quand même qu'on est dans un contexte aujourd'hui vis-à-vis de l'orientation dans le supérieur où c'est particulièrement important et qu'il y a aussi des services, marchands sur ces sujets-là qui, vendent aussi, une expertise, data et nous, on a envie, sans émettre un jugement là-dessus, mais on a envie de proposer quelque chose de sérieux en retour et de gratuit. Donc pour ce faire, il faut quand même que le projet, même s'il ne nous rapporte pas, il permette quand même d'absorber les coûts. Je ne parle même pas des coûts de développement, là, je parle vraiment juste des coûts de serveur concrètement lorsqu'il y a plein d'utilisateurs qui arrivent, notamment après, je ne sais pas, un article de presse. Nous, on est ravis, d'ailleurs, on n'attend que ça, mais il y a des serveurs qui tournent derrière, il y a des machines qui renvoient les réponses aux questions des utilisateurs et ça a un certain coût financier, qui peut être perçu comme, assez faible, hein, au final, parce que nous, l'estimation qu'on fait, c'est que pour une année de SubTracker, il faut 3 000 €. Vraiment, on ne parle pas de grosses sommes, mais en fait, l'appel à projet Tipeee, c'est plus pour essayer de nous prouver que notre pari est gagnant. Le pari de se dire que pour des sommes aussi restreintes, on peut essayer de, juste, s'en tenir à nos utilisateurs. On verra si le pari fonctionne. Si ce n'est pas le cas, on essaiera de trouver d'autres moyens de nous financer et ça fait un bon rebond, ce que je dis, c'est que, SubTracker aussi, est utilisé par, quand même, différents acteurs. Il y a les parents d'élèves, il y a aussi des professionnels de l'orientation, il y a aussi des journalistes et il y a aussi, des acteurs d'ailleurs, des professionnels de l'éducation, de tous bords, qui pourraient tout à fait être pour nous, un moyen de financer le projet. Donc c'est aussi une autre possibilité. Et une dernière possibilité, c'est tout simplement, en fait, proposer des webinaires où, on explique concrètement, comment fonctionne SubTracker, on donne notre avis, vis-à-vis de la plateforme et vis-à-vis des évolutions de Parcoursup, parce que je pense quand même qu'on a un regard qui peut être intéressant à ce sujet et conditionner ces webinaires à une petite participation, par exemple, dans le Tipeee. On l'a déjà fait une fois, ça a marché. Là, ce qu'on propose, encore une fois, parce qu'on est rentré en plein dans Parcoursup, là, on a un webinaire bon, qui est fermé parce qu'il était réservé à 100 places. C'est un peu le crash test pour voir est-ce que ça marche bien. Bon, vraisemblablement, il y a des personnes, mais le webinaire en question est gratuit. C'est pour dire, on va tester comme ça pour voir la réactivité des gens et voir si d'eux-mêmes, ils nous envoient un petit peu de participation à cet appel à projet. Et sinon, bah, peut-être qu'on ouais, on trouvera un modèle, financier qui permette de récolter un tout petit peu, ce qui permette d'être à l'équilibre, mais c'est pas en tout cas un projet marchand. Et pour l'exposition médiatique, oui, vraiment, c'est une source de satisfaction énorme et on ne pouvait pas l'anticiper et j'en profite pour te remercier Perrine, parce qu'en effet, tu étais une des premières
à nous recevoir dans ton podcast et ça participe de l'exposition médiatique, parce que lorsqu'on a été invité à l'ouverture de Parcoursup l'année dernière à France Inter, la journaliste Mathilde Munoz, d'ailleurs, que je salue, peut-être qu'elle nous écoute encore. En l'occurrence, elle avait écouté le premier podcast pour préparer l'interview. Donc voilà, tout ça sert à toute échelle, les différents formats, les podcasts ou les articles de presse, tous les échanges servent. Donc voilà, je te remercie à ce sujet. Et oui, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de développer, c'est faire proposer notre expertise auprès de services de presse ou auprès de professionnels qui veulent avoir un éclairage indépendant et compétent. Et c'est arrivé quelques fois. On a eu aussi un article dans Le Point il y a quelques mois où en fait on a eu une pige. Donc c'était une collaboration où on a reçu un petit peu d'argent dessus. Donc voilà, preuve étant que ça peut fonctionner et on espère que ça fonctionnera encore au moins un petit peu de temps. Parfait. Bah, écoute, merci de ce partage. Moi, je suis ravie de vous voir grandir. J'espère que vous, pourrez continuer, à proposer ces services et encore plus de services, aux parents en tous les cas. Donc tout coup de pouce, que je peux vous donner, je le donne volontiers et j'encourage les parents, qui utilisent vos services, bah, à vous soutenir, voilà, c'est important. Qu'est-ce qu'on trouve dans SubTracker, en tout cas quand il s'agit d'entrer dans le supérieur? Il y a 4 onglets sur le site qui sont, tous plus intéressants les uns que les autres, mais on va peut-être les passer les uns après les autres. On va peut-être commencer par la partie statistiques par formation. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet onglet-là, dans cette section-là? Alors ouais, très bien. Pour la partie statistique par formation, donc comme son nom l'indique, en fait, statistique par formation, ça va être plein d'informations publiques portant sur toutes les formations, sauf apprentissage, référencées sur Parcoursup. Donc, lorsqu'on rentre sur cette page-là, on a concrètement un moteur de recherche qui permet de façon assez simple de retrouver la formation du supérieur pour laquelle on souhaite avoir des statistiques publiques. Soit on copie-colle le lien de la page Parcoursup de la formation, soit on écrit sur le moteur de recherche les mots-clés qui nous permettent de trouver la formation. Une fois qu'on est sur la formation, en fait, on va avoir accès à un tas d'informations qui soient des plus générales aux plus spécifiques. Quand je dis plus général, c'est par exemple comment a évolué le nombre de candidats année après année, le nombre d'admis année après année, à quel taux sont établis les quotas cette année. Et ensuite, pour aller dans des informations qui sont plus spécifiques et que vous ne pouvez pas observer directement sur Parcoursup, voir les informations sur le profil des candidats qui ont été admis, notamment, par exemple, leur mention au baccalauréat, ce qui permet de savoir plus ou moins le niveau et le dossier scolaire qui est attendu pour pouvoir accéder à cette formation, même si évidemment l'éclairage des années passées ne nous dit pas tout sur les années suivantes, mais c'est quand même intéressant pour avoir un aperçu du recrutement de ces formations-là. Là, je parle de mention au bac, mais on a aussi des informations sur l'académie d'origine des candidats qui ont été reçus, c'est aussi important. Et on a un tas d'informations sur le degré de sélectivité, par exemple, des formations, avec le taux d'accès qu'on peut regarder aussi en évolution dans le temps depuis l'arrivée de Parcoursup en 2018. Ça, c'est ce qui existait déjà l'année dernière. Et on est allé de plus en plus loin dans la finesse des statistiques qu'on affiche. Par exemple, pour le taux d'accès, on peut désormais afficher le taux d'accès selon les 3 types de baccalauréat. Pour la mention au bac des admis, désormais, on peut savoir la mention au bac non seulement des admis, mais des personnes qui étaient candidats et des personnes qui ont ensuite été classées par la formation. Et tout ça en distinguant encore les bacheliers professionnels des bacheliers technologiques et des bacheliers généraux. Et la grosse nouveauté, c'est que ces informations-là sont issues d'une nouvelle source, les rapports de commission d'examen des vœux, ce qu'on peut trouver sur le site Parcoursup, mais ce qui n'est pas forcément directement accessible et qui sont dans des PDF qui peuvent parfois faire des centaines de pages. Nous, on l'affiche encore une fois via des visualisations qui sont pour le coup assez simples d'accès. Et il y a un dernier élément, c'est qu'on peut aussi aller encore plus fin au niveau des spécialités au baccalauréat. Donc j'ai parlé du niveau des types de baccalauréat, qui est une nouveauté, et on a aussi des statistiques au niveau des spécialités au baccalauréat. Typiquement, on pourra savoir quel est le taux d'accès à la formation qui nous intéresse pour telle et telle spécialité au baccalauréat. Pourquoi c'est un petit peu différent de ce qu'on a dans Parcoursup? Ce qu'on a dans Parcoursup aujourd'hui, et c'est une bonne chose, on a des éléments concernant les spécialités les plus représentées dans les formations du supérieur. En fait, qui dit spécialité la plus représentée ne dit pas nécessairement la spécialité avec le taux d'accès le plus important. Et c'est bien de contraster le nombre d'admis avec le nombre de candidats initialement. Inversement, s'il y a énormément de candidats mais
ces candidats ne sont pas admis, l'information est pas la même. Donc voilà, on affiche des informations, sur le taux d'accès, des candidats selon leur spécialité au baccalauréat. Un autre élément qu'on peut faire sur cette page, c'est de situer cette formation par rapport aux autres, formations du supérieur. Donc concrètement, en un clic, toutes les statistiques dont je vous ai parlé peuvent être comparées entre cette formation et toutes les autres formations de la même filière qui sont par exemple, dans la région. Donc ça peut aider des parents d'élèves à, comment dire? Construire ou, développer des stratégies autour de nouvelles formations, des plans de repli ou des formations plus ambitieuses, ce genre de choses. Donc c'est la page qui est sans doute la plus importante, surtout pour, des parents d'élèves qui, oui, qui accompagnent, un candidat dans Parcoursup cette année. Effectivement, alors, il faut, en tant que parent, comprendre que cette page-là, elle est très longue, très dense, il y a plein d'infos. Donc en fait, il faut pas y aller juste en survolant pour chercher un petit truc. Il faut se dire qu'on est là pour mener son enquête sur une formation, éventuellement effectivement les alternatives, pour ensuite estimer, la capacité de son enfant à intégrer et pour réussir ensuite la formation. Tu n'as pas forcément tout cité, mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations, donc il faut descendre la page, élément par élément pour en prendre connaissance. Moi, j'aime bien aussi la durée du processus de sélection qui sera hyper utile et rassurant pour les parents probablement au moment de l'acceptation, ou non et sur les listes d'attente, qui permettront de donner des indications, intéressantes. Voilà, donc il y a plein d'informations sur cette page qui sont vraiment essentielles et complémentaires à Parcoursup effectivement. Merci Perrine. Une remarque sur la durée du processus de sélection. Comme le système, change cette année avec l'introduction des vœux classés assez Ah c'est rapidement, au bout d'une semaine, il me semble. Ce qui devrait arriver, c'est que, en fait, l'envoi des propositions, intervienne beaucoup plus rapidement une fois qu'il y a l'ordre des vœux. Donc voilà, juste pour dire, et je ne sais pas si ça rassurera les parents ou non, mais en tout cas, me semble-t-il que les propositions seront envoyées beaucoup plus rapidement cet été, enfin ce printemps. très intéressant. Je vois d'ailleurs sur une fiche là, au hasard, et je vois, l'indication: «Cette formation n'a pas recours à un algorithme pour classer ses candidats». Donc j'imagine que ça, vous l'avez vu dans le rapport de cette formation-là. Lorsque c'est le cas de classement par algorithme, c'est indiqué sur cette fiche-là? Oui, en gros, il y a une question sur ces rapports de commission d'examen des vœux qui est simple. Avez-vous recours à un traitement automatisé pour classer les candidats? Ça ne veut pas dire qu'il y a que un algorithme qui a permis de les classer, mais il y a au moins un algorithme qui les a classés. Et pour une majorité des formations aujourd'hui, hein, la réponse est oui. Donc, toutes les informations qui nous paraissent utiles, on les affiche de façon simple dans SubTracker. Donc c'est pour cette raison qu'on a ajouté ce petit élément, d'information, dans la page, de SubTracker. OK. Hyper intéressant, merci. Donc là, on a vu les statistiques par formation et le comparatif de formation, donc la 2e fonctionnalité à laquelle on peut accéder directement, c'est ça? Le comparatif de formation, ça pour le coup, on pense vraiment avec Antoine que c'est très utile et c'est pas uniquement utile lorsqu'on choisit ses formations, c'est utile lorsqu'on reçoit au compte-gouttes ses propositions pour arbitrer et se dire: «Bon finalement, est-ce que j'opte plutôt pour, l'une ou bien pour l'autre?» Concrètement, le comparatif consiste tout simplement à non plus, cliquer sur une seule formation, mais cliquer sur l'ensemble des formations qui vous interrogent et derrière, il y aura, plein de visualisations qui consistent tout simplement à comparer ces formations-là sur l'ensemble des statistiques que vous avez pu voir sur la page statistiques par formation et une des grosses évolutions de SubTracker à ce sujet, c'est qu'il y a un comparatif, issu du simulateur de Parcoursup, donc qui permet pour un couple de spécialités au bac donné et disons une moyenne générale de voir à quelle fréquence on est censé recevoir, on espère pouvoir recevoir des propositions pour toutes les formations qu'on a mises dans la liste de vœux. OK, hyper intéressant. J'y pensais là, Parcoursup a introduit, sur les éléments de professionnalisation et d'insertion professionnelle plutôt, du salaire et cetera. Ça, pour l'instant, c'est pas des données que vous remontez, vous? C'est arrivé il y a 2 jours, je crois, hein, les Oui, c'est ça. informations sur le salaire, donc bon, on est rapide, hein, mais on n'est pas aussi rapide que ça, donc on va regarder. Évidemment, à chaque fois, nous, on arbitre pour savoir est-ce que c'est une information qui est utile, mais en l'occurrence, c'était déjà le cas en BTS et si, Mmh. tu es déjà allé sur des BTS, dans SubTracker, ces informations sont bien affichées. Donc nous, on se fait une joie de voir que enfin, c'est vraiment très positif, hein, qu'il y ait plus d'informations, notamment au sujet des salaires. Bon, c'est des salaires moyens au niveau national, il faudra aussi mettre, des grandes pincettes sur ce qu'on peut en faire. Mais, oui, ça fait partie des possibilités, à court terme d'affichage dans SubTracker.
Mmh. On va parler du troisième onglet qui s'appelle l'orientation par spécialité au bac. Donc là, c'est pour les bacs généraux, avec la possibilité de choisir son combo de 2 spécialités et ça donne accès à plein d'informations. Mais moi, j'aime beaucoup le fait de pouvoir voir, et c'est ce que je conseille aux parents d'aller regarder, en fonction des spécialités proposées, quelles sont les candidatures qui ont été émises par les élèves ayant ces spécialités et voir aussi la différence par rapport à l'admission. Parce que là, j'ai pris, en même temps que je vous parle, une information au hasard et en fait, je vois entre les candidatures et les admissions, le numéro un, en tous les cas, des formations demandées et admises n'est pas du tout le même. Donc c'est intéressant d'avoir ça en tête et ça donne plein d'idées aussi aux parents et aux jeunes de potentielles formations avec ce combo de spécialités. Oui, alors pour, rebondir dessus, je dirais même que c'est en 3 temps, hein, parce que d'abord on regarde les candidatures, ensuite ces candidatures se convertissent en des propositions d'admission. Les propositions d'admission, c'est les formations, plus ou moins qu'ont la main en priorisant certains profils plutôt que d'autres. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des couplets de spécialités différentes lors de l'envoi des propositions comparées aux candidats. Donc c'est la première étape qui est, je pense, intéressante et ensuite, entre proposition d'admission et admission, j'ai envie de dire, la balle est retournée, aux candidats. C'est les candidats qui vont décider d'accepter ou non des propositions. Donc c'est pour cette raison que, à nouveau, les spécialités les plus représentées dans les admissions ne sont pas nécessairement les mêmes que celles dans les propositions d'admission, mais cette fois-ci, c'est juste parce que les candidats ont décidé de ne pas aller dans ces filières-là. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir, ce découpage-là en effet et en l'occurrence, tu parlais de l'article du Monde qui est sorti là aujourd'hui, jeudi 16 janvier, et c'est, une page qui porte précisément sur les spécialités au bac général. Juste une petite incise là-dessus et pour encore, saluer le fait qu'il y ait plus d'informations publiques, cette année. Désormais, on est en mesure de dire des choses concernant le recrutement au niveau fin des formations vis-à-vis de ces spécialités au bac. Ce dont on parlait sur le taux d'accès pour chaque formation selon les coupes de spécialités au bac, en fait, ça, c'est tout nouveau. L'année dernière, il n'y avait pas. Et c'est pour ça qu'on a fait cette page qui est au niveau des filières, qui est toujours pour moi très pertinente. Mais pour des parents qui s'interrogent sur une formation spécifique, ces parents seront en mesure d'avoir, notamment via Subtracker, des informations concernant le recrutement de ces formations-là selon les différentes couplets de spécialités. Et ça, c'est aussi une nouveauté de Parcoursup et de Subtracker cette année. Mmh. Pour l'instant, en tous les cas, il y a pas la possibilité de voir la même chose avec les bacs technologiques ou les bacs pro. Alors, au niveau individuel, si. Les taux d'accès, c'est au niveau des spécialités. Typiquement, si tu regardes un BUT, ce sera plutôt et des spécialités de bac techno et des spécialités de bac généraux. Si tu regardes un BTS, ce sera et des spécialités de bac pro et un petit peu de bac techno. Donc, au niveau le plus fin, qui est peut-être le, on va dire, le plus intéressant pour les geeks que nous sommes, c'est déjà le cas. Au niveau des différentes spécialités du bac technologique, au niveau, de comment ils se représentent dans chacune des filières, il me semble que c'est pas disponible, non, parce que ça, c'est une source open data, en l'occurrence, qu'on mobilise. Mais c'est pas impossible, je pense, en tout cas, je c'est ça fait partie typiquement des types de sollicitations ou de requêtes qu'on pourrait faire, auprès des producteurs de ces données-là, parce qu'elles sont pas nécessairement sensibles et elles peuvent en effet éclairer les utilisateurs. Mais nous, de notre côté, à partir du moment où on a ces infos au niveau individuel, on peut les réagréger pour fournir des statistiques, au niveau plus large des filières. Mmh. OK, hyper intéressant. Il y a un dernier onglet dans la partie entrée dans le supérieur, qui sont les statistiques géographiques, qui ont pour moi plus une notion, d'analyse sociologique pratiquement, plutôt que d'aider à l'orientation, pour les parents. Mais en tout cas, il y a encore plein d'autres informations que je trouve moi passionnantes. Voilà, peut-être qu'on peut en parler, en quelques secondes? Oui. En effet, en statistique géographique, ça va vous donner comment se répartissent les candidats, les filles et les garçons, par exemple. Il y a un vrai enjeu, hein, sur l'orientation différenciée des filles et des garçons dans le supérieur. Aussi l'orientation des élèves boursiers depuis 2018, comment ça a évolué, ce genre de choses. Et aussi avec une vue académique. Donc, est-ce que c'est le même cas dans une académie ou bien dans une autre? Et on peut aussi avoir des éléments tels que combien il y a de candidats par place dans telle et telle académie. Donc, vous voyez que c'est des thématiques qui sont peut-être un petit peu plus macro, mais nous, ça nous importe beaucoup parce que déjà, à titre personnel, on est des chercheurs, mais aussi les utilisateurs de Subtracker sont très diversifiés et on a parmi ces utilisateurs des journalistes ou bien des étudiants qui vont mobiliser ces statistiques-là qui sont pour le coup encore très faciles d'accès. Et c'est pour cette raison
qu'on affiche aussi, ces éléments, macros-là. Donc si vous êtes curieux et vous aimez cette thématique, allez-y faire un tour, mais ça n'aura pas d'influence, particulière, vis-à-vis du projet d'orientation de vos enfants. Ça peut donner néanmoins quelques idées pour, j'imagine, quand on regarde par exemple la différence entre, la répartition des places dans une région par rapport à une autre, on peut se rendre compte que, ben, dans notre région, voilà ce qui se fait, voilà ce qui est proposé, mais que dans la région d'à côté éventuellement, il y a une offre un peu plus large ou différente en tous les cas qui peut mieux correspondre à son enfant. Donc voilà, ça peut donner quelques, enseignements et intéressants pour les parents en tous les cas. Est-ce qu'il y a, selon toi, un usage, dont on n'a pas forcément parlé qui serait, intéressant de préciser aux parents? Heu, non, juste un conseil, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas un tutoriel particulier, enfin, il y a un usage plus grand par rapport à la force de frappe qu'on avait. Donc un conseil que j'ai à vous donner, c'est, hésitez pas, d'aller jouer sur l'outil. On a essayé de le rendre ludique et puis, cliquez sur des boutons, vous verrez que parfois il y a des choses qui sortent alors qu'on s'y attendait pas. Typiquement, lorsqu'on situe une formation par rapport à d'autres, si vous cliquez sur les autres formations qui vous sont proposées, en fait, il y a d'autres visualisations où il y a des renvois naturels qui permettent d'avoir un sorte de parcours utilisateur qui est pas si mal fait au final. Donc voilà, nous en tout cas, on peut-être parce qu'on est un petit peu geek, mais on a essayé de faire, un outil ludique et donc voilà, c'est juste un conseil que je peux vous faire et évidemment aussi, nous on a une adresse mail de contact et on prend avec sérieux les retours d'utilisateurs, que ce soit vis-à-vis des bugs parce que malgré tout c'est un projet bénévole qui est, toujours, bah, surtout qu'on propose des nouveautés, jour après jour, donc il peut très bien y avoir des problèmes et aussi vis-à-vis, d'idées ou de questionnements, plus spécifiques. Donc, je dis pas qu'on peut répondre à tout, mais en tout cas, l'adresse de contact est bien sûr faite pour ça. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de repréciser que vous fournissez beaucoup de contenu, mais que c'est un outil qui se veut neutre et que vous ne donnez pas de conseils, effectivement, et pas d'avis quant au projet d'orientation des candidats. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça fait partie de votre ADN Votre probablement. ADN. Oui, ça, nous, vraiment, c'est une prétention qu'on n'a jamais eue. Pour le coup, je me rappelle que cet échange, on l'a eu l'année dernière et c'est important d'appuyer dessus. Entre-temps, peut-être que c'était déjà le cas, mais dès les premières phrases de présentation du Mmh. projet, on écrit que on est neutre et qu'on fournit aucun conseil d'orientation. Donc ça, c'est super important. Déjà, ça permet aussi de, gagner en crédibilité dans la mesure où, déjà on est des indépendants. Alors si on commençait à se prétendre, expert de conseils d'orientation, ça n'irait pas. Par contre, on a peut-être la prétention de, penser qu'on connaît, on maîtrise assez bien les rouages aujourd'hui de Parcoursup, donc qu'on prend des décisions, en termes de statistiques publiques qui sont, en tout cas qui ont été réfléchies en amont. On ne fait pas les choses au hasard et autre chose là-dessus, tout est sourcé. Ça veut dire si vous êtes sur des graphiques, en bas, il y aura écrit la source et si vous cliquez sur la source, en fait, ça va vous envoyer sur la source. Donc si jamais, il y a des questionnements, sur, comment on a construit tout ça, convertir, enfin, un rapport de commission d'examen des vœux vers une visualisation, interactive, c'est beaucoup de travail. Ça tombe bien, vous n'avez pas à le faire et ça a été tout notre travail, mais en tout cas, nous, un des engagements aussi qu'on a et un enjeu de crédibilité, c'est de sourcer absolument tout ce qu'on fournit. Je me demandais dans quelle mesure, vous aviez, dans vos cofondateurs et équipes, l'intelligence artificielle? Alors, je sais pas, alors tu me dis si j'ai bien compris la question, parce que je vois, justement des services, marchands, qui proposent de l'orientation, via de l'IA, des chatbots et tout ça. Nous, c'est pas du tout le projet. Nous, vraiment, c'est un moteur de recherche. En fait, l'acteur clé de SubTracker, c'est l'utilisateur. C'est ça la différence. Nous, c'est un moteur de recherche. Donc, j'en vois pas directement un intérêt en ce sens. En revanche, évidemment que, la révolution de l'intelligence artificielle nous a bien aidés lorsqu'il s'agissait de développer l'outil. Et on a réussi à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas su faire parce qu'on n'est pas des gros pontes de l'informatique, hein. On n'est pas informaticien. Tout ça, c'est, en fait, nous, on l'a appris en même temps qu'on le faisait. Donc, oui, on a pu améliorer l'outil notamment pour sa mise à jour, 2025 grâce à cette révolution-là, mais, c'est pas du tout une prétention et c'est pas, la promesse IA pour le projet Subtracker nous paraît pas forcément pertinente et même vis-à-vis de l'orientation, on a plutôt des réserves à titre personnel, même si, il faut de tout pour faire un monde. Ah bah super, bonne réponse. Des choses à ajouter?
Non, bah, juste à te remercier, à nouveau Perrine, à reparler de l'appel à dons, pour, juste repréciser que c'est quelque chose d'important, mais ce qui est encore plus important, c'est d'aller découvrir l'outil et d'en parler autour de vous si vous trouvez ça cool. Et il y avait juste une chose, où on n'a pas parlé des professeurs et des enseignants. En fait, c'est des utilisateurs aussi qui sont, Mmh. de plus en plus nombreux et c'est une cible importante pour nous parce que, on pense, étant donné parce qu'on n'est pas des conseillers d'orientation, que, les professeurs peuvent être des intermédiaires vraiment pertinents pour, tirer au mieux profit, de SubTracker. Donc n'hésitez pas aussi en tant que parent d'élève à en parler à l'enseignant pour savoir ce qu'il en pense. Et aussi, voilà, juste pour vous dire que le plus gros enjeu, c'est de convaincre un enseignant parce qu'on lui dit pas ce qu'il doit faire et je le comprends. Donc, on essaye juste de miser sur le bouche à oreille pour que ces enseignants-là se saisissent du projet. Mais pour vous dire, là, le webinaire où on a fixé une limite à 100, il y a à peu près une vingtaine d'enseignants dans cette limite. Donc, ça donne quand même un ordre de grandeur qui nous satisfait pas mal. Génial. Bah, écoute, parfait. Le message est transmis. Le défi aux parents, 2 défis: utiliser et contribuer avec Tipeee et puis de convaincre les professeurs de vos enfants. Je pense que c'est pas mal comme défi. On se donne rendez-vous l'année prochaine avec, plein d'actualités, j'espère qu'il y aura plein d'autres bonnes nouvelles à partager avec nos auditeurs. Merci Nagui. Merci beaucoup, Perrine. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.